Bonsoir à tous. Je tiens à vous dire, je suis particulièrement impressionné du nombre de personnes qui sont venues. J'ai l'habitude de participer à la nuit de l'info, alors peut-être parce que c'est un peu tard ou d'autres raisons, mais bon, généralement, il y a malheureusement pas grand monde tard la nuit, et donc je me permets de faire des choses un peu improvisées, un peu à l'arrache, je fais un peu n'importe quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, donc je vais devoir me forcer à être un peu sérieux. Avant toute chose, je tenais absolument à remercier Gconf pour l'organisation. C'est vraiment quelque chose d'absolument génial ce qu'ils font. Et je pense qu'ils travaillent un peu dans l'ombre d'une manière générale, et ça mérite vraiment qu'on reconnaisse la qualité du travail qu'ils font. Alors, cette conférence s'appelle « Comment arrêter de se servir de Vim comme un goret ?» Vous avez dit, on va donc parler de IMA. Non, on va parler de Vim. Alors juste avant, un tout petit sondage, tant pis pour ceux qui sont en stream. Combien de personnes utilisent Vim ici? Ah oui. Alors c'est une histoire qui est très intéressante parce que selon les différentes périodes d'Epita, il y a eu des modes. À l'époque où moi je suis arrivé à Epita, on était quelques vimeux villages gaulois et la grande majorité était imaxienne. Et ensuite, ça a rebougé parce que la petite minorité dont je faisais partie a réussi à se battre pour être AQ. Donc forcément, on a commencé à faire un peu de prosélytisme. Et puis ensuite, quand je suis parti, il y a eu des petits allers-et-viens. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, la première chose que je tiens à dire, c'est que ceci n'est pas une contrôle de Bash, Vim contre Emacs et tout ça. Ce ne sont pas des choses qui m'intéressent. Si vous n'utilisez pas Vim, c'est tout à fait normal. L'important, c'est d'être confortable avec l'outil que vous utilisez. Le but de cette conf, c'est si vous utilisez Vim ou si vous souhaitez découvrir, des manières de s'amuser avec. Alors, pour commencer, de quoi parle cette conférence? Qui suis-je? Donc ça, c'est moi. Donc moi, c'est Kevin, mais la plupart des gens m'appellent Chewy. Je suis donc un ancien élève d'Epita, promo 2013, puis 2015. Non pas que j'ai redoublé, c'est une longue histoire. Ancien AQ. Et depuis quelques mois, enseignant ici à Epita. Je suis donc la personne qui s'occupe des cours de réseau, quelques petits coups de main aux assistants, et également, bien que je ne fasse pas partie du CRI, je suis gracieusement hébergé par le CRI. On écoute de la musique et de temps en temps, je les dépanne un peu sur l'encadrement. Et puis parfois, je prends des photos bizarres parce que ça me fait rire. Alors, la fameuse guerre sainte dont je vous parlais, du Vim contre Emacs, ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, je suis le premier à me servir d'Emacs parfois, dans certains cas. Vim n'est pas parfait. Et quand bien même il le serait, ça n'existe pas la perfection dans l'absolu. Ce qui compte vraiment, c'est le confort et l'ergonomie que vous avez, vous. Le choix de l'éditeur, c'est quelque chose de profondément intime et personnel, parce que c'est le rapport à votre outil de travail. C'est le rapport à votre travail. Et c'est vraiment votre identité et vos préférences qui s'expriment là-dedans. Donc je trouve que c'est très malsain d'arriver et de dire ouais, ça c'est nul, ça c'est machin. Surtout que d'autant plus par rapport à Vim, s'il doit y avoir du drama aujourd'hui et des guerres saintes, ce serait plutôt entre Vim et un fork assez récent de Vim qui s'appelle NeoVim. J'aurai l'occasion d'en parler. Le but de ce talk qui est un peu spécialisé, c'est pas une introduction à Vim. Le but, c'est, j'imagine, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vouloir se documenter sur Vim et qui ont commencé à Google, qui ont trouvé des ressources et commencé à mettre plein de plugins. Parce qu'on a dit, bah Vim, c'est les plugins, c'est cool. Et il y en a qui sont bien et il y en a qui, dans la communauté, sont, pour le dire poliment, sont un peu polémiques. Ils sont un peu polémiques. On va commencer un simple syntastic par exemple. Ah bah oui, syntax checking on the fly, c'est bien et tout ça. Moi-même, je m'en servais à une époque. Si vous regardez la première version de ma conf qui a maintenant 5 ans facilement, j'utilisais syntastic. Bon, aujourd'hui, les gens ont tendance à dire ouais, en fait, on n'a pas vraiment besoin, c'est déjà dans Vim ce genre de truc. L'autocomplétion, YouCompleteMe, alors lui, il est complètement haï des Vimeux, en vrai, parce que bon, c'est un carnage ce truc. C'est 35 scripts de shell, de Python, que je dois installer 20 binaires à côté, je dois prier l'alimentation des astres, et t'inquiète, ça va bien marcher. Et donc le but, aujourd'hui, de ce talk, c'est vraiment de montrer des features super sexy de Vim qui sont built-in. Mais genre, qui peuvent vraiment radicalement changer la manière dont vous travaillez sans installer le moindre plugin. Mais bon, je sais que tout le monde va me demander c'est quoi les plugins que tu utilises. Forcément, j'utilise des plugins, donc je vais en parler à la fin. Mais vous verrez que le choix de mes plugins, ce sont des plugins généralement assez minimalistes.
Il y en a, oui, il y en a une dizaine, mais généralement ils sont assez ciblés, assez minimalistes. Ils ne font que modifier très légèrement le fonctionnement de Vim, qui reste d'une manière built-in assez puissant. Donc ne m'embêtez pas là-dessus, s'il vous plaît. La première chose, c'est, on pourrait terminer par ça, mais on va commencer par ça, comment aller plus loin. Je n'ai absolument pas la prétention d'être le grand gourou du Vim. Arrivé à un moment, quand j'étais le seul à avoir un Vim RC et quand j'étais AQ, ben un peu, on me dit c'est Monsieur Vim, c'est Monsieur Vim, c'est Monsieur Vim. Non, je ne suis qu'un insecte dans le monde du Vim. Mais je peux vous dire que déjà, les Vimcast, par exemple, c'est un mec qui s'appelle Drounil qui fait ça. C'est des petites séries de vidéos de 10 minutes où il parle d'un concept ou un showcase d'un plugin. Et il a écrit des bouquins qui s'appellent Practical Vim et Practical Modern Vim qui sont vraiment, vraiment excellents, que je vous conseille. Et d'une manière générale, sur IRC, ça existe encore IRC, je sais qu'il y a Discord et Facebook, mais IRC existe encore. Il y a le channel Vim sur Freenode, et notamment la communauté Vim de Freenode, vous me verrez parfois parler, dire des conneries là-dessus. Ils ont fait un site, viimproved.org, qui est une collection de tips, de guides, de plugins qu'ils aiment bien, de plugins qu'ils aiment pas du tout et pourquoi ils les aiment pas du tout, d'alternatives recommandées, de trucs comme ça. Et c'est vraiment fait par des grands gourous du Vim. Donc je vous conseille d'y jeter un œil, c'est vraiment une lecture extrêmement intéressante. Alors, on va enfin commencer un peu de pratique. Vim, Vim, Vim. Commençons par les bases. Un chemin bien commencé commence toujours par le commencement. On va commencer par la chose la plus essentielle. La chose la plus essentielle si vous utilisez Vim, c'est réussir à se démerder avec la help page. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la help page est complète. C'est tout le manuel, c'est toute la documentation. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de lignes de docs, d'exemples, de mapping. Donc vraiment, le 2.help est vraiment, je vais vous montrer rapidement à quoi il ressemble, parce que je suis sûr qu'il y en a plein, ils savent qu'il y a 2.help. Ils ont fait un 2.help rapidement d'une commande, et ensuite ils sont partis. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui vraiment ont fait 2.help et qui ont lu l'introduction à la help page. Parce que c'est vraiment un truc à voir, pour vous rendre compte de l'étendue de cette documentation. Également le Vim Tutor, ça c'est vraiment pour les débutants, mais je vous conseille même d'y refaire un tour si vous n'êtes pas très sûr de votre strip de Vim. C'est un binaire qui est installé en même temps que Vim, c'est le Vim Tutorial, qui est un petit tutoriel interactif que vous lancez, il est installé sur toutes les machines en même temps que Vim, qui déroule avec les premières commandes de base pour réussir à s'en sortir. Ça fait jamais de mal de repasser dessus, même moi de temps en temps je reprends sur un truc dont j'avais oublié, dont je me sers pas, qui en fait est vachement pratique. Et bien sûr, dernière chose avant, n'oubliez pas que Vim c'est un éditeur qui tourne dans un shell. N'hésitez pas à retourner sur ce shell. C'est-à-dire que parfois il y a des gens, ils vont avoir les terminals avec Vim et puis le terminal avec machin et gna gna gna, je dois lancer mon binaire, je dois tout ça. Vraiment, c'est inclus dans c'est Bash qui fait ça, hein, ou vous LSH ou n'importe quel shell. C'est le job control, vous appuyez sur CTRL Z, ça met ce qui est en train de tourner en background. Et ensuite vous revenez dessus avec FG. Donc c'est pas la peine de quitter Vim pour retourner sur votre terminal, pour ensuite relancer Vim. Ça c'est la première chose qui est le signe du Goret. Donc le premier signe du Goret, c'est dès que je vais ouvrir un fichier, dès que je retourne sur mon terminal, je quitte Vim et ensuite je relance Vim. On va arrêter, c'est pas un OS, mais on a le droit de le tourner en arrière-fond. Alors justement, je vais commencer par la petite démo de ces deux trucs-là en même temps. Attention, raccrochage. Toc. Alors, dites-moi ce que vous pensez de... Vous arrivez à voir? Pas du tout. En termes de taille de police, de taille de couleur, plus grand. Ça? Un peu plus? Ah, c'est moi qui vais rien voir, les gars. Hein, 26. Ah ouais, alors... Bon, moi je vois rien. Hein. Moi je suis complètement zoomé. Alors, on va juste lancer notre petit camarade Vim. Que voilà. Et, première chose à faire, 2.help. Vous voyez en bas, il y a marqué 2.help. J'appuie sur Entrée. Je vous invite à regarder. Déjà, dès le début, avant même de taper la première commande, ils vous disent, des fois que tu as tapé 2.help par miracle, tu sais pas comment quitter, c'est la merde.
au moins, il y a ça pour commencer. Et ça, c'est quand même bien. Et ensuite, on déroule, regardez, il y a tout ça, les basiques, tout le user manual qui fait toute cette taille-là. Ensuite, tous les manuels de référence sur tous les moyens, sur les généraux sujets, les sujets de base, l'édition avancée, les trucs spéciaux. Il y a vraiment, c'est énorme. Donc, vraiment, ça, c'est juste la table des matières. Je vous assure, prenez le temps de lire la Helpage. Vous n'avez pas idée. Les gens qui disent « Ouah, mais où est-ce que tu as appris tout ça? T'es trop fort !» Non, non, j'ai juste pris le temps de lire la Helpage. Hein. Je vous assure, j'ai rien fait de magique. Hein. J'ai pas été piqué par une araignée radioactive qui avait le savoir de Vim en elle. Hein. J'ai juste lu la man page. Comme toujours, read the fucking manual. Et donc, supposons que là, j'ai besoin de retourner sur le shell. Je pourrais ouvrir un nouveau terminal. Effectivement. Je pourrais aller ailleurs. Je pourrais quitter Vim. Mais regardez, CTRL-Z, je suis de retour sur mon shell. Je suis de retour sur mon shell, c'est la fête, ls, cd, blablabla, je m'amuse. Et d'une manière générale, il y a un truc, c'est tous les shells corrects qui ont ça, qui s'appelle le job control. Si je tape jobs, on voit qu'il y en a un job qui est en train de tourner, qui est suspendu, qui s'appelle Vim. Et il est en train de tourner en tâche de fond. Et pour prendre un job et le remettre au début, on fait FG pour foreground. Remets-le au début. Et là, je suis de retour. Et ça marche avec n'importe quoi qui tourne dans un terminal. Vraiment, ça marche avec tout. Donc, mais en particulier avec votre éditeur, vraiment le réflexe. Alors au début, quand vous n'aurez pas l'habitude, ça c'est un grand classique, c'est vous commencez à avoir le réflexe de CTRL-Z pour revenir au terminal, mais vous n'avez pas encore le réflexe de FG. Et donc vous faites CTRL-Z, vous avez un premier Vim en background, et vous avez oublié, vous croyez que vous l'avez éteint, donc vous relancez Vim. Puis vous retournez sur le shell, donc vous faites un CTRL-Z, puis vous relancez Vim. Et puis les gens ils commencent à dire « Excuse, j'ai l'impression que ma machine elle commence à avoir un peu de mal. » On va voir, oui, bah, tu appuies sur Jobs et là tu as 25 Vim en arrière-plan en train de tourner. C'est les choses qui arrivent. Donc c'est un petit coup à prendre, mais on verra qu'il y a une nouvelle feature un peu polémique de Vim. Spoiler, c'est 2 points terminal. Hein. Oui, il y a un terminal intégré dans Vim maintenant. On va en parler, rassurez-vous. Donc ça, c'était vraiment l'introduction de l'introduction de l'introduction. Mais en vrai, si vous étiez vraiment des bêtes, je me serais arrêté là. Ben voilà, je vous ai dit où aller chercher la doc, maintenant vous êtes des grands garçons. Vous n'avez plus besoin de moi, est-ce que vous avez des questions? Non, on va bien sûr pas s'arrêter là. On va revenir ici. Et on va commencer par le premier conseil. Je me permets de me relever parce que je suis quelqu'un qui gigote beaucoup quand je parle. Et donc il y a la phase où je gigote, où je parle, et ensuite il y a la phase où je fais une démo. Donc à chaque fois il y aura un petit temps de battement, je vous prie de m'excuser. Donc déjà, Vim c'est un éditeur ergonomique. Et la première chose à comprendre, c'est que Vim c'est un éditeur modal. Alors ça vous avez sûrement entendu parler, il est modal. Ça veut dire que si on prend un éditeur classique, Notepad, Sublime Text, Emacs, tous les trucs, il y a normalement, je tape une touche, égale, cette touche a été insérée dans le fichier. C'est normal. Et lorsque je veux taper des métacommandes, des commandes de contrôle, sauvegarder, ouvrir, fermer, ben j'utilise des modificateurs tels que CTRL, tels que ALT, tels que SHIFT, qui modifient le comportement de ce truc-là. Ça vous paraît l'évidence même. Eh bien, il s'avère qu'en Vim, non, ça ne fonctionne pas comme ça. En Vim, on a différents modes d'édition. Il y en a 7 modes majeurs et 7 modes mineurs, si vous voulez savoir. Eh bien, plus maintenant, en fait, les nombres ont un peu changé, mais à mon époque, on disait 7 et 7. Un seul de ces modes correspond à insérer du texte. C'est étrange, hein? On se met dans un mode où on dit, à l'intérieur de ce mode, je vais insérer du texte. Et là, on peut s'amuser, et si je tape FGH, il y a bien FGH qui va sur mon fichier. Et il y a des modes où toutes les touches, normales, sans CTRL, sans ALT, sans SHIFT, sans machin, eh bien, elles font des commandes spéciales. Et ce que je vais vous dire va vous paraître extrêmement contre-intuitif, mais la majorité de votre temps ne se fait pas dans le mode édition. La majorité se passe dans le monde normal, en fait.
Parce qu'en fait, on passe plus de temps à se balader, à chercher, à modifier du texte. Modifier du texte n'est pas insérer du texte. Et faire toutes ces opérations. Et qu'au final, le mode insertion, quand vous prendrez à l'habitude, c'est vraiment une petite frappe chirurgicale, si vous voulez. C'est un peu, je me balade, je suis en mode normal, j'utilise les commandes rapides pour sauter un peu partout, blablabla, je modifie. Ah, là j'ai besoin de rajouter une ligne. Je rentre en mode insertion, j'ai écrit ma ligne, paf, j'en reviens en mode normal. Vraiment, on reste le moins longtemps possible en mode d'insertion. Donc c'est vraiment un truc très puissant. Et parce qu'en réalité, vous n'avez plus besoin des flèches directionnelles. Alors effectivement, les flèches directionnelles, elles marchent également pour se déplacer en mode insertion. Mais elles ont un énorme problème, c'est un problème d'ergonomie. Alors pour ceux qui ont déjà un peu étudié l'ergonomie sur les claviers, qui ont joué avec Dvorak ou n'importe quoi, il y a un concept qu'on appelle la home row. C'est la rangée du milieu, Q, S, D, F, G, H et compagnie. Vous avez peut-être même remarqué, si vous regardez sur vos claviers, que le F et le J, il y a un petit relief dessus. Vous avez peut-être vu, le F et le J, il y a un petit relief. Et en fait, c'est parce que cette rangée-là, on l'appelle la rangée, la home row, la rangée de la maison. Et la position de repos, c'est d'être posé comme ça, avec l'index de droite sur le J, l'index gauche sur le G. Ou le F, je ne sais plus. Sur le F. Et on est reposé comme ça. Et l'idée, c'est que nos commandes ne quittent pas cette on row. Les flèches directionnelles sont extrêmement loin. Extrêmement loin. Donc, si on passe en mode normal, on peut se balader. L'équivalent des flèches directionnelles en mode normal, c'est HJKL. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout intuitif, HJKL. Ouais, mais c'est sur la home row. Et donc c'est vachement pratique. Deuxième truc que je vous conseille, résultat, Caps Lock. Vous savez le truc qui est au-dessus de Shift. Qui c'est qui se sert de Caps Lock pour de vrai? Ok, alors je vous conseille un truc. Vous apprenez à maintenir Shift, ça fait un peu mal aux petits doigts. Mais à la place, vous configurez votre Linux pour que quand j'appuie sur Caps Lock, ça appuie sur Escape. C'est 100 fois plus utile. Parce que Escape, il est loin. Et pourquoi il est super important, Escape? Parce que c'est lui qui permet de quitter le mode d'insertion pour revenir dans le mode normal. Et je dis qu'on passe nos temps dans le mode normal. Donc vraiment, je vous conseille énormément. Il y a des gens qui jouent un peu avec contrôle ou machin, mais moi, il est sur Caps Lock et ça marche très 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 bien. Alors, j'ai dit que en mode normal, c'était mieux pour se balader. En quoi c'est mieux pour se balader? Parce qu'on a un truc qui s'appelle les motions. Un truc qui s'appelle les motions qui sont très puissantes, qui sont avance de mot en mot, avance de paragraphe au paragraphe. Saute-moi 3 paragraphes plus loin, va là-bas, va en bas du fichier, va au milieu, va jusqu'à l'ouverture de la parenthèse, et toutes ces choses-là. Je vais vous faire une petite démo de ces motions. Mais pourquoi ces motions sont extrêmement puissantes? C'est parce qu'il y a un autre concept de Vim qui s'appelle les opérateurs. Et là, on rentre dans la force de Vim. Pourquoi? Les opérateurs, c'est des opérateurs qui ont une fonction, la délétion, hein, effacer des choses. Le changement, c'est comme la délétion, mais c'est seulement l'insertion. Le fait d'indenter, le fait de copier, le fait de mettre en majuscule, le fait de machin, différents opérateurs, eh bien, ils s'appliquent à une motion. C'est-à-dire, vous avez une sorte de combinatoire magique. C'est-à-dire que si vous apprenez un nouvel opérateur, vous pouvez l'appliquer à toutes les motions que vous connaissez. Et si vous apprenez une nouvelle motion, vous pouvez vous en servir avec tous les opérateurs que vous connaissez. Donc le gain est vraiment exponentiel. Et il y a des motions qui sont extrêmement puissantes qui s'appellent les Text Motion Objects, qui représentent des surroundings. Ça veut dire que par exemple, en Vim, de manière naturelle, sans plugin, j'ai la capacité de dire l'intérieur des parenthèses, l'intérieur de ce qui est entre quotes, l'intérieur de ce qui est entre brackets, ou bien pas l'intérieur, mais comme l'intérieur avec les parenthèses en plus. Les tags, XML, tout ce genre de choses. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. Je vous avais dit, hein, j'aime bien gigoter. Je reviens ici sur notre superbe fichier de texte. Regardez déjà, première chose, on ne voit pas la caméra sur mes doigts. Je suis actuellement dans le mode normal. Je ne suis pas dans le mode insertion. Ah oui, merde. J'ai pas le droit de mettre l'insertion là-dessus. Bon, donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Et on va ouvrir un truc. J'ai téléchargé le code source de Git pour faire des exemples pour se balader dedans. Donc, déjà, notez
Là, je suis en mode normal. Je ne suis pas en mode insertion. Si j'appuie sur I, je rentre en mode insertion. Je peux taper des choses. Et une fois que j'ai fini de taper ces choses, j'appuie sur Escape. Je repasse en mode normal. Bon, j'appuie sur U. Mais je n'ai pas besoin des flèches directionnelles parce qu'avec AJKL, je me balade. Mais surtout, regardez, j'ai envie d'avancer mot par mot. J'ai envie d'avancer par bloc. J'ai envie de sauter mon curseur jusqu'au début de la parenthèse. Là, c'est juste avant elle. À la place, j'ai la version en étant sur elle. Bon, jusqu'ici, vous dites, bon, ça va, ça a l'air marrant. Ok, maintenant, regardez. Pour faire mes démos, j'ai utilisé l'opérateur de sélection parce qu'il est visuel et on voit ce qu'on fait. Ok ? L'opérateur, c'est V. Eh bien, il y a une motion qui représente l'intérieur des parenthèses. Inside les parenthèses, donc c'est I, parenthèse. Eh bien, si moi j'utilise l'opérateur V, I, parenthèse, vous voyez, j'ai sélectionné à l'intérieur des parenthèses. À l'inverse, je peux sélectionner à l'intérieur des grandes braquettes, ici. Ici. Je peux faire ça à l'intérieur de quotes. Je reviens ici, à l'intérieur des quotes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi c'est puissant, ça? Regardez, imaginons que je suis un goret. Et puis toi, t'étais indenté comme ça. Et puis toi... Oula, pardon, excusez-moi. Et toi, t'étais indenté comme ça. Bref, j'ai absolument besoin de réindenter mon fichier. Il y a un opérateur de réindentation qui est égal. Je veux égal à l'intérieur de mes accolades, égal I grand B. C'est réindenté. Vous voyez le principe? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que j'ai envie de montrer les choses vraiment super funky, mais c'était vraiment les fondamentaux pour vraiment vous dire, restez en mode normal, jouez avec l'émotion. Il y a un LPage que je vous donne, qui est motion.txt. C'est la référence. Le nombre de choses que vous avez, que vous pouvez représenter, est phénoménal. Là, c'est juste le début. Là. Ça, c'est les opérateurs qui sont présents de base. L'émotion, blablabla, blablabla. Lisez ça. Je suis commencé à tomber amoureux de Vim le moment où j'ai découvert les Text Motion Objects. Pouvoir dire, change-moi les mots à l'intérieur de la parenthèse. Pouvoir dire, indente-moi ce qui se trouve là-dedans. Pouvoir me dire, mets en majuscule ce qui se trouve sur les quotes et tout ça. C'est là que je me suis dit que Vim, c'était quand même le niveau d'au-dessus. Ok. On monte encore un tout petit peu en puissance, et ensuite on commence vraiment à s'amuser. Dernière chose. Donc, on a vu deux signes du Goret. Le premier signe du Goret, on a dit, il n'arrête pas de faire 2 points Q pour quitter Vim, et ensuite il le relance. Le deuxième signe du Goret, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en mode insertion, et il se balade avec les flèches directionnelles. Donc on commence à voir comment ne pas être un Goret, hein. On apprend à faire CTRL-Z, ou bien c'est le terminal built-in, et surtout on apprend à jouer avec les modes. Pour commencer, je vous assure, mode normal, mode insertion, c'est largement suffisant. I, je rentre en mode insertion, quand je suis en mode insertion, échappe, je reviens en mode normal. Et essayez de vous forcer à être toujours en mode normal, sauf le moment où j'écris du texte. Très bien. Quel est le troisième signe du Goret? Parce que déjà là, les Gorets, je parle par expérience. En tant qu'AQ, vous n'avez pas idée de la douleur que c'est de devoir aider un Goret. Le pire, c'est quand c'est un Goret qui s'ignore. Parce qu'il y a un moment, il dit si tu pourrais m'aider à débugger mon code, je dis bah oui, bah bien sûr, je suis là pour ça, je t'en prie, montre-moi. Ah tiens, tu pourrais essayer d'effacer cette ligne. Et puis là, vous voyez la douleur, vous commencez à la voir venir, il fait ah oui, d'accord. Il prend son curseur, flèche directionnelle droite, tchac, tchac, tchac. Ça s'approche. Il va jusqu'à la fin de la ligne. Alors déjà, je commence à avoir la petite sueur, là. Hein. Et puis là, c'est limite s'il me fait pas un petit regard mesquin avant. Il prend son index, il va sur la touche Backspace, et il maintient. Et on voit le curseur comme ça qui fait ça. Et là, je me suis dit, il faut vraiment une conférence, quoi. Donc pourquoi? Parce que s'il était en mode normal, c'est en 2 caractères que j'efface une ligne. DD. D, c'est l'opérateur de délétion. Et tous les opérateurs, quand on les répète une deuxième fois, ça veut dire appliquer à cette ligne. Et même, il y aurait eu 3 variantes différentes. Mais en tout cas, il aurait pu faire D pour l'opérateur de délétion, bordel. Donc, voilà, c'est vraiment... Prenez l'habitude. Alors, quel est le troisième signe du Goret?
Le troisième signe du Goret, il a commencé à se servir de CTRL-Z. Vraiment, il y a du nouveau. Il y a vraiment du nouveau. Mais il a un gros problème. C'est qu'il croit que lancer Vim sur un fichier, c'est une sorte de mariage jusqu'à la mort de l'un des deux. J'ai fait Vim Toto.c, et ben Vim, il est pour Toto.c. Et soit Toto.c va mourir, soit Vim va mourir, mais tant qu'il n'y a pas l'un des deux, bah ce Vim-là, il fera tourner Toto.c et c'est tout. Donc ça, c'est le troisième signe du Goret. Et donc, on a le type, il commence à faire Vim, je dis, attends, tu peux me montrer ce qu'il y a dans ton header? Donc, il est à l'intérieur de son point C, à un endroit particulier, genre, typiquement, genre le truc que t'as pas envie de perdre et de garder dans un coin, tu vois, il fait, ah oui, d'accord, .q, Vim, machin, .h. Et encore, parce que il n'est pas à la racine quand il lance Vim. Il a fait CD, CD, CD pour se rendre vraiment genre juste en face. Genre juste en face du header, il le regarde devant lui, il fait Vim Toto.h. et là j'ai fait bon, c'est bon, t'as vu ton truc? Ah oui, effectivement, c'était pas ça. Et donc là, .q. Ah oui, mais merde, le header, il est dans le dossier include. Le point C, il est dans le dossier src. Donc CD CD src, et là il fait Vim Toto.c. Alors là, je commence déjà à avoir envie de mourir. Et il me fait... C'était quoi déjà qu'on avait vu dans le header? Donc voilà. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est vraiment, ça c'est le signe du Goret, quoi. C'est vraiment le signe du Goret. Donc déjà, le pré-Goret, c'est, je vous assure, si vous faites Vim ou même cat ou n'importe quelle commande, vous pouvez faire Vim de, si je suis à la racine, Vim de src slash machin, Vim de include slash, Vim de point slash gna 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 là-bas. Et pareil dans des fichiers absolus. Tiens, il y a quoi dans /etc slash toto.conf? Bah, j'ai pas besoin de faire cd /etc, hein. Je peux faire Vim de /etc slash machin. Donc arrêtez de devoir vous rendre pile poil à l'endroit avant d'ouvrir Vim ou de faire n'importe quelle commande. Je vous assure, vous pouvez lancer des commandes à distance. Ça marche. Et il n'y a même pas de temps de délai, c'est ça qui est ouf. Bref. Le vrai troisième signe du Goret. On va apprendre à se servir de Vim pour avoir plusieurs fichiers en même temps. Mais c'est fourbe. Parce que la terminologie n'est pas exactement la même que dans les autres éditeurs. Et en plus, je vais faire mon chieur, mais on va pas dire que c'est Vim qui s'est amusé à faire différemment, parce que Vim, il était là avant les autres. Donc c'est les autres qui ont fait nimp. Il y a 3 concepts à retenir. Le premier, c'est le concept du buffer. Un buffer, c'est la représentation en mémoire d'un fichier, potentiellement à jour ou non. Mais quand je fais Vim Toto.c, il y a bien dans Vim un buffer qui existe, qui correspond à ça. Et c'est dedans qu'il y a la représentation en mémoire, en RAM, du fichier. C'est là donc que je modifie les trucs. Très bien. Mais on a toujours avec un truc qui s'appelle une window. Et une window, c'est une vue sur un buffer. Et on peut avoir plusieurs windows. Et c'est marrant parce que les windows, eh bien, ça se reproduit un peu comme par division cellulaire. C'est-à-dire que je prends une première window et je la split en deux. Et puis celle-là aussi, je vais pouvoir la splitter et la splitter. Donc on fait des splits comme ça. Et à chaque fois, on décide si notre split est horizontal ou si notre split est vertical. Et on peut se balader là-dedans. Mais bien sûr, il n'y a rien qui n'empêche plusieurs windows de regarder le même buffer. Tout comme je peux avoir des buffers qui ne sont actuellement pas vus par une window. Vous voyez le principe? Imaginons que j'ai manipulé dans le cadre de ma session Vim le fichier A, le fichier B, le fichier C. Mais moi, je suis en split screen, j'ai que 2 windows. Il y a A et il y a B. C'est pas pour autant que C a disparu. Il existe dans la mémoire en tant que buffer. Mais actuellement, il n'y a pas de window en train de le regarder. Vous voyez le principe? Donc on va jouer un peu avec la commande là-dessus. Le dernier est fourbe. Ça s'appelle les tabs. Les tabs n'ont rien à voir avec les tabs des autres éditeurs. Parce que vous avez l'habitude qu'un tab, c'est un onglet dans un éditeur. Et dans un onglet, il y a très exactement un fichier. D'ailleurs, vous pouvez même limite considérer qu'un tab, c'est une window avec un buffer à l'intérieur. Eh bien ici, pas du tout. Un tab, c'est une collection de windows, c'est un préarrangement. C'est un namespace, si vous voulez. Alors moi, je vais être honnête, je m'en sers très peu.
parce que j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin. Il y a des gens qui s'en servent. Pareil, chacun fait un peu son marché dans Vim. Moi, par exemple, j'ai jamais trop joué avec ça. Mais je vais vous montrer, je vais faire de mon mieux pour vous montrer un peu. Pareil, 2 excellentes help pages. Windows, .txt, tabpage.txt, lisez ça, il y a tout là-dedans. C'est pour ça que je peux maintenant vous dire c'est quoi la touche sur laquelle je tape. Hein. Vous lirez ça là-dedans. Alors. Revenons ici. Actuellement, je possède, attends, je vais me quitter pour être sûr, Vim de ws.c, on a dit, allez, hop là. Actuellement, j'ai ici un seul buffer avec, il y a une seule window, j'en vois qu'une, hein, qui regarde ce buffer, et un seul tab. Je peux faire 2 points buffers, il me dit effectivement il n'y en a qu'un seul. Ou 2 points ls, ça revient au même. Maintenant regardez, je vais splitter. J'ai splitté en 2. J'ai donc 2 Windows. Mais j'ai toujours qu'un seul buffer. Les 2 sont sur ws.c. Hein, la preuve de .ls, j'ai toujours que lui. Je peux me balader dedans. Je vais là. Je peux les changer d'arrangement. Je peux faire à peu près ce que je veux, hein, d'une manière générale. Je peux faire le con, quoi. Et maintenant, lui, eh bien, en fait, tu n'es pas ws.c avec 2.e pour edit. Toi, tu vas être tiens, le readme. Donc maintenant, j'ai 2 buffers, 2 windows, mais un seul tab. Et je peux continuer comme ça. Je peux avoir ça, puis je peux avoir ça ici, qui lui-même va être splitté comme ça. Bon, ça devient un peu débile à ce niveau-là. Hein. Généralement, j'en fais 2 ou 3, pas plus, mais bon, vous pouvez vous amuser. Et chacun peut regarder son propre buffer en même temps. Et on peut même regarder le même buffer, mais pas au même endroit. Ça, c'est vachement utile. Ça vous peut-être arrivé, vous êtes en train d'éditer un truc sur le bas du fichier, mais en même temps, vous avez besoin de savoir à quoi ressemble le haut du fichier. Alors plutôt que vous amuser à faire des allers-retours comme ça, vous splittez en 2, vous êtes sur le même buffer, sauf qu'il y a une window qui regarde le haut du buffer, et l'autre window dans laquelle vous éditez qui regarde le bas là où vous êtes. Et donc maintenant, j'introduis les tabs, et vous allez voir vraiment pourquoi c'est une notion qui est complètement orthogonale. 2 points tab new. Ici, j'ai un tab ici avec 5 windows à l'intérieur, et ici un tab où il n'y a personne. Mes buffers existent encore. Mes buffers existent encore. Mais maintenant, je peux dire, bah tiens, ça te dirait de prendre le buffer numéro 1. Tiens, toi aussi, tu regardes ça. Sauf que toi, tu ne vas pas être splitté comme ça, toi, tu vas être splitté comme ça. Voilà, on va le splitter comme ça. Donc, vous voyez ce que j'appelle un arrangement de windows. En gros, moi, la manière dont je me sers des tabs, c'est un espace mental différent. En gros, c'est un moment où, de temps en temps, je dois être sur le makefile, mais je ne suis pas tout le temps sur le makefile. Ben, j'ai un tab où il se passe ça. Ou à un moment, je suis en train de coder sur un truc et j'ai mes windows avec mon point C, mon point H et gna gna gna. Et à un moment, il y a un mec qui me dit tiens, tu pourrais me dire ce qui se passe dans le fichier Toto? J'ai pas envie d'arrêter tous mes trucs, j'ai mes setups, j'ai mes machins. Je fais OK, 2 secondes, je crée un nouveau tab. Dans ce tab, je fais mes machins. Et une fois que j'ai fait ça, je fais ah bah très bien, au revoir. Et j'ai fermé mon tab. Est-ce qu'en ayant fermé mon tab, j'ai détruit des fichiers? Non. Les buffers n'ont pas bougé, toujours pas. Donc vous comprenez vraiment ces 3 niveaux différents? Donc à partir de là, vous n'avez pas besoin de vous extraire de Vim, de quitter Vim. Vous pouvez rester dedans et vous balader dedans. Également, on peut fermer des trucs. Là, je viens pour n'en prendre qu'un seul. Dernier petit truc, il y a un file explorer de base dans Vim qui s'appelle netrw. Le voilà. Et on peut se balader dedans, comme ça, pour dire tel fichier. Et à chaque fois, vous connaissez, il y a entrée pour l'ouvrir, mais on peut également appuyer par exemple sur V pour dire ouvre-le dans un split. Donc c'est des trucs marrants avec donc netrw, c'est un plugin standard, c'est-à-dire il est intégré avec Vim. Vous l'avez quoi qu'il arrive. Il n'est pas parfait, mais moi je l'aime bien. Donc si vous voulez explorer les fichiers, donc pas besoin d'installer le plugin Nertree ou le plugin je ne sais quel truc pour faire un project doer comme dans Sublime Text, s'il vous plaît. Alors, ça je sens que ça fait de la polémique là. Alors, le fun stuff. Allez, là, je regarde l'heure qu'il est.
J'ai mis combien de temps là? Ça fait littéralement 3 quarts d'heure que je parle et j'ai dit que j'ai plus qu'un quart d'heure, c'est ça? Alors que j'ai pas encore commencé? Ok. Bon, on fait vite. Là, on commence à s'amuser. Là, on commence vraiment à s'amuser. Les parties fun. Il y a 3 parties fun. La première, ce truc-là, je vous jure, une fois que vous découvrez ça, mais vous êtes amoureux de Vim. Vous connaissez le 4e Goret? Le 4e Goret, alors, c'est pas le pire des Gorets parce que lui, au moins, il a fait un makefile. Donc, au moins, il tape pas GCC. C'est un bon début. C'est un bon début. Il faut savoir encourager le progrès de nos camarades porcinais. Mais, à chaque fois, qui veut make, il fait CTRL-Z parce qu'il a quand même appris de l'enseignement de ses prédécesseurs. Et puis là, il y a des messages d'erreur parce que c'est normal, on est tous humains, donc on a des messages d'erreur. Hein. C'est pas parce qu'il est nul, c'est parce que tout le monde a des messages d'erreur, moi le premier. Et puis là, il commence à scroller. Et il dit, gna, 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 ah oui, c'était le fichier tata.c ligne 12. Très bien. Donc il revient tout en bas, il fait FG. Et il fait, Et là, il se rend sur son truc. Il arrive à corriger le truc, il dit, bon, bah maintenant, c'était quoi le deuxième bug que j'avais? Donc il refait CTRL-Z, il remonte dans l'historique, et il commence à regarder, ah oui, alors là, c'était tutu.h, ligne 42, très bien. Il redescend, il refait FG, il va dans tutu, c'était combien déjà? Attendez, vous voyez le principe? Ok, la quick fix list, c'est un truc qui se souvient d'endroits. C'est un buffer un peu spécial, si vous voulez. Il y a des buffers un peu spéciaux, et QuickFix en fait partie, qui est une collection de résultats. Ça peut être de résultats d'erreurs de compilation. Ça peut être une collection de résultats de recherche. J'ai fait un grep, remplis-moi le résultat avec le QuickFix list. Et en gros, c'est une fenêtre dans Vim qui, par défaut, sait parser l'output de GCC ou de n'importe quel autre langage. C'est-à-dire, il sait interpréter les messages d'erreur pour dire c'est tel fichier, telle ligne. Et je peux me balader dedans pour choper des erreurs. Donc je n'ai pas besoin de quitter. Et on a la superbe commande 2.make. Elle est built-in. 2.make, il lance make et il remplit les erreurs dans la QuickFix list. Et bien sûr, si ce n'est pas make que vous utilisez, il y a une variable à changer pour que, en fait, make, il utilise tel autre programme. Il n'y a pas de problème. Donc je vais vous faire un exemple extrêmement rapide. Alors, je fais ça en vitesse rapide parce que je commence à manquer de temps. Allez, je vais mettre ici. On va se mettre dans TMP, make dir démo. Et je me fais un fichier .c, absolument débile, avec un puts avec 2 T, bonjour, et un réurne 0, parce que ça a été écrit par un sagouin. Et en plus, un mec a oublié de m'include stdio pour puts. Ok? Je me fais rapidement un petit makefile. Main.c. Très bien. Donc si je tape make, regardez, d'abord, je fais CTRL-Z, je suis en mode Goret. Je tape make. J'ai des erreurs. Très bien. Maintenant, plutôt que faire ça, regardez, je ne suis pas en train d'utiliser un plugin, je ne suis pas en train d'utiliser un truc custom, je ne suis pas en train de faire un mapping ou une config, c'est littéralement par défaut ce que je vais faire. 2.make, j'appuie sur entrée, bam. Et regardez, il m'a rempli ici le truc qui s'appelle la QuickFix list. Et je peux itérer, vous voyez là, sur les différents endroits où il y a des erreurs, à travers plusieurs fichiers. Hein. Si j'avais 20 fichiers différents, je pourrais me balader dans tous les fichiers pour toutes les erreurs, faire mes petits changements et relancer. Et donc là, ah oui, il me manquait ça, ah oui, il me manquait ça. Très bien, je relance un 2.make. Ah, il me manque encore l'implicit declaration, tout à fait. Blablabla. Et mon signe que j'ai plus de problème, c'est que là, bah, mec, il arrête de me gueuler dessus, il a fermé la QuickFix list. Donc vraiment, ça c'est built-in. La seule chose que j'ai fait, c'est j'ai fait un alias, un mapping de 2.make qui appuie sur Enter à ma place. Plutôt que de devoir appuyer sur Entrée. La seule chose que fait ma commande, c'est qu'elle elle me ramène directement sur Vim. C'est tout. Mais ça, c'est built-in. Donc vraiment maintenant, quand vous faites des cycles édition, compilation, vérification,
ne quittez pas Vim, vous le faites avec Make. Et si jamais c'était pas du Make parce que vous êtes en train de faire du Python, c'était une autre commande, ou c'était machin, c'était du Ninja, c'était du CMake, c'était whatever, c'était lancer mes tests unitaires avec Seedling, pour ceux qui feront des tests unitaires parce que c'est les gens bien, bah pareil, j'ai mis mon Make programme, c'est Seedling, .make. C'est trop bien. Donc, la quick fix list, on peut la remplir avec d'autres choses. On peut également les remplir avec le résultat d'une recherche. C'est-à-dire, je vais revenir dans le dépôt de Git et on va chercher un truc. Je regarde juste rapidement, est-ce qu'on aura un truc que j'aimerais... Tiens, j'aimerais choper tous les unsigned. Je sais pas pourquoi, c'est débile. Je cherche toutes les occurrences de white space, tiens. Je peux faire... Alors, grep. grep va remplir mon truc. Bon, moi j'ai des mappings un peu plus différents, mais il a chopé tous les endroits où il y avait white space et il m'a rempli la quick fix list avec. Pas la peine de quitter Vim. Alors ici, j'utilise... Il faut savoir que grep... Alors déjà, pour la petite histoire, grep, ça vient de Vim. Enfin, ça vient de l'ancêtre de Vim. En fait, il y a un truc qui s'appelle les global commandes avec .g et à laquelle on applique une regexp, donc une RE. Et ensuite, on fait slash, et derrière, on tape une commande, techniquement la commande .print. Et donc, sous l'ancêtre de Vim, pour afficher toutes les occurrences d'un pattern, on faisait .g, slash ma regexp, slash p, pour print, grep, grep. Donc grep, ça vient de Vim, en fait. Pour la petite histoire. Bref, grep, il est un peu ancestral. Aujourd'hui, il y a des alternatives, on va dire, modernes à grep, qui ont surtout des notions de confort. Donc il y en a notamment un que moi j'utilise qui s'appelle ACK. Il y a AG, je ne sais pas si je ne l'ai pas installé, et RG pour read grep. D'ailleurs, il me semble que tu utilisais RG à la dernière conf, ouais, tout à fait. Qui est celui qui est le plus en vogue, qui est écrit en Rust. Alors moi j'utilise ACK pour une seule raison, c'est qu'il a une commande ACK-bar. Voilà. Non, plus sérieusement, j'ai pris mes habitudes sur lui, c'est tout. C'est comme, en gros, c'est comme un grep. Sauf qu'il va me faire la coloration, j'ai pas besoin de préfixer par des étoiles pour dire oui, je veux bien tout. Et par défaut, il me fait une recherche récursive et il m'ignore mon dossier .git, quoi. Fondamentalement, c'est un grep, c'est juste un grep de confort. Donc, regardez potentiellement des successeurs de grep, notamment donc ACK, AG ou RG. Et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser .grep avec ça. Et pareil, moi, j'avais la flemme, j'ai un plugin qui me fait des petits trucs en plus qui s'appelle hack.vim pour l'intégration de hack dans Vim. Mais je vous assure, tout ce qu'il fait, pareil pour .grep, il y a une variable qui s'appelle le grep programme. Le grep programme qui par défaut vaut grep. Rien ne m'empêche de dire, ah bah mon grep programme c'est hack. .grep et on est parti. C'est littéralement ce que fait mon plugin. Donc il fait rien de magique. Donc vous voyez, l'autre utilisation de la quick fix list, on s'en sert vraiment tout le temps. Dès qu'on a une collection de choses sur laquelle on veut itérer, se balader, inspecter, une recherche, des erreurs de compile, des résultats de thèse, des machins et tout ça, utilisez la quick fix list. C'est vraiment, vraiment super puissant. Vous n'avez pas idée, votre cycle d'édition explose. Alors, elle a un petit cousin qui s'appelle la location list. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La quick fix list est globale. La location list, il y en a une par window. C'est tout. Pas rentrer dans les détails. Mais bref, elle peut quick fix, vous avez tout là-dedans. Ok? Je vais un peu plus vite. Les trucs vraiment funky. Les tags. Alors, un tag, qu'est-ce que c'est? Un tag, c'est un petit fichier qui... Oui. C'est un petit fichier qui contient des annotations extraites de votre code source. C'est pas Vim qui les a créées. Vim dépend d'un autre programme pour le faire. Donc il y a plusieurs de ces programmes, notamment les Exuberant Ctags et Universal Ctags. Vous les installez, c'est installé de base sur n'importe quel truc, vous pouvez l'installer. Ça s'appelle Ctags. Et ça va scanner tous vos fichiers de code source et vous produire un petit fichier de metadata qui dit tel symbole, c'est une fonction et il est dans tel fichier à telle ligne. Ça, c'est une variable globale et il est dans tel fichier à telle ligne. Ça, c'est machin. Ça, c'est une énum. Ça, c'est un prototype. Et il recense tout ça. Et bien derrière, Vim sait s'en servir. Et donc ça devient super puissant. Parce que maintenant, regardez, c'est la différence. Go Ray numéro 6 maintenant. 5 ou 6, je ne sais plus.
5. Ils tiennent le compte. Hein. Gorée numéro 5. Ah oui, il faut que j'aille regarder de la définition de getFoobar, la fonction getFoobar. Putain, où est-ce qu'elle est déjà? Non mais bon, j'ai scanné. Vim, pourrais-tu s'il te plaît te rendre sur la fonction getFoobar? Mais oui, Chewie. Bon, excusez-moi. Il me répond pas comme ça, mais en tout cas, il me le fait. Et je peux me balader, je peux rechercher c'est quoi les tags qui matchent et tout ça. Pour se naviguer et de manière exploratoire, c'est vraiment d'une super puissance. Alors à utiliser, ça prend un peu de temps, je vous conseille vraiment de lire la doc, mais une fois que vous avez fait l'effort de lire ça, regardez, je vous fais une démo parce que vous allez kiffer. Je me rassois. En fait, c'est pour vous faire comprendre la douleur du mec qui quitte Vim et qui relance Vim à chaque fois. Vous voyez ? Donc je reviens là-dedans. Alors, je VRM un truc qui était autogénéré. Alors, je lance ces tags en récursif sur tout mon dossier. Ça prend pas beaucoup de temps. Et il m'a généré, pourrais-je sauter à sa définition? Mais oui, elle est là. Donc c'est quand même vachement puissant. Bah, du coup, j'arrête d'en parler, lisez la ligne de la doc et c'est trop bien. La complétion, ça je vais troller un peu. Il y a plein de features de complétion de base dans Vim. Il n'y a pas que l'autocomplétion. Par exemple, il y a la complétion de... si je reviens ici dans le Makefile, il y a la complétion de lignes. Par exemple, je veux faire la même ligne. Donc il cherche ligne par ligne. Il y a la complétion de fichiers. CTRL-X-F, il va me chercher tous les trucs dans les fichiers qui existent. Pour vachement bien quand on écrit un Makefile ou des fichiers de config ou n'importe quoi. Et bien sûr, celle que vous attendez, c'est la omnicomplétion. Donc la omnicomplétion, c'est une complétion qui comprend le langage. Donc j'ai ma structure Toto, point, et il me complète avec les différents champs possibles de la structure, et ainsi de suite. Je vais être honnête, je ne me sers pas de l'autocomplétion. Je ne me sers pas de l'autocomplétion parce que je suis quelqu'un de bizarre, et j'aime bien taper parce que ça me permet de réfléchir en même temps, et moi je suis quelqu'un qui écrit très lentement. Parce que moi, j'ai décidé que mes faiblesses, j'allais les transformer en fierté mal placée, en disant bah, « moi, je fais exprès parce que c'est comme ça ». Plutôt que d'accepter que j'étais juste pas du tout efficace. Mais bref, je ne me sers pas de la complétion personnellement, mais il y a des gens qui s'en servent. La seule chose, c'est arrêter avec le plugin YouCompleteMe. Si vous l'avez utilisé, genre désinstallez-le, il est dégueulasse. Au pire, utilisez Vim Completes Me, qui est une alternative qui est vachement bien. Mais sinon, il y a un nouveau truc qui est en vogue depuis assez récemment, quelques années, qui s'appelle LSP, Language Server Completion, Language Server Protocol. C'est des mecs, indépendamment de tout éditeur de texte, ils se sont dit, il y en a marre. On a plein de langages, on a plein d'éditeurs, et à chaque fois, pour chaque éditeur et pour chaque langage, il faut faire un plugin qui va bien pour l'autocomplétion. Il faut qu'on fasse un protocole universel. Et donc, ils ont inventé un protocole universel d'introspection et d'autocomplétion d'un langage, qui y en a pour tous les langages, et ensuite, comme c'est le protocole commun, tout ce que j'ai installé comme plugin dans Vim, c'est un client LSP. Et donc comme ça, vous avez toutes les features de n'importe quel autre IDE en autocomplétion, si vous voulez en servir. Moi, je n'ai jamais joué avec, vu que je ne me sers pas de ça. Je ne suis pas hostile à ceux qui s'en servent. Si ça vous intéresse, jetez un œil à langserver.org, le LSP. Il y a des choses assez intéressantes là-dedans. Et sinon, le reste des complétions dans InScompletion. Alors, une petite histoire un peu trollesque. Donc j'avais parlé du drama avec Vim et NeoVim. Vim jusqu'à présent ils étaient vraiment en mode Vim c'est un éditeur de texte, ce n'est pas un IDE. Ne transformez pas Vim en un IDE. On n'aura jamais de débugger intégré. Et ainsi de suite. Et support de trucs asynchrones, mais il n'y en a pas besoin, on est juste un putain d'éditeur de texte, bordel. Tu vois, c'est le mec à la fête de l'UMA qui te dit mais la valeur quand même de mes grands-pères. Et donc bref, donc il y avait le vieux PCF comme ça dans un coin, et puis un jour il y a un trotz qui se pointe et qui fait une pull request, enfin qui envoie une patch note sur la mailing list et qui dit voici le support de faire des jobs asynchrones. Parce que pendant je fais 2.make mais il est très très long à make, j'aimerais que mon Vim ne soit pas bloqué et qu'il tourne en asynchrone, et pendant ça je fais autre chose, ensuite il me dit ah ça y est c'est fini. Et bref, ça a eu du mal à être mergé rapidement parce que le mainteneur de Vim, Bram Molinard, avait des exigences très très fortes en termes de qualité du code qui était fourni, en cas de rétrocompatibilité, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis surtout, il n'était pas très chaud pour ça parce que c'était contraire à ce que pense être Vim. Mais bon, il n'a pas insulté le mec. Hein, mais, et bref, les mecs, ils ont dit, écoute,
Tu veux pas de l'asynchrone? Tu veux pas de machin? Ok, on fork. On fork Vim et on fait NeoVim. Et dans NeoVim, on va avoir tous les trucs trop bien modernes que le vieux PC, la croulant, il a jamais voulu faire. Alors nous, c'est le renouveau. On va faire un bouquin qui s'appelle Révolution, c'est on sera président de la République. Excusez-moi, c'est du troll. Bref, qu'est-ce qu'il nous rajoute? On dit job asynchrone, on met un terminal, on met des machins, et Vim font on n'en a pas besoin, ouais, tout ça, haha. Donc il y a deux camps qui commencent à se forger, quoi. La vieille garde qui dit qu'est-ce que c'est que ces vieux cons, ces petits jeunes là, ces petits cons avec leur nouveau plugin à la con dont personne n'a besoin pour éditer le texte. Et les petits cons qui sont mais qu'est-ce que c'est que ces vieux cons, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas évolué, bienvenue dans le futur s'il vous plaît, quoi. Alors moi, vous me connaissez, je suis pas un petit con, je suis un vieux con. Du coup, je suis resté du côté de Vim. Et puis ensuite, il y a Vim 8.0 qui est sorti. Ah, bah il y a les jobs asynchrones et un package manager built-in. Et ensuite, il y a 8.1 qui sort. Il y a une intégration de terminal, il y a un émulateur de terminal dans Vim avec un plugin de debugger intégré en built-in. Donc vous voyez déjà le drama en disant on dirait presque NeoVim, tiens. Et surtout, il y avait une grande page de design qui s'appelait la L-Page Design Note qui disait qu'est-ce que Vim n'est pas, qui marquait en gros Vim n'est pas un IDE, on n'aura jamais de terminal, on n'aura jamais de debugger. Du coup, je suis allé fouiller dans les patch notes, je suis allé chercher le changelog. Alors je sais pas si vous voyez d'ici, mais c'est quand même super drôle. On retire le Vim, tu ne verras pas un shell ou un éditeur là-dedans. Bon, Vim c'est pas un OS, mais il a quand même un terminal ou un debugger. Hein. Bon, en vrai, ça a trollé un peu. Il y a des gens, la vieille garde, qui sont en mode ça me rend très inquiet sur le futur de Vim qui part en couille. Il y a machin. Moi, je me dis, moi, je me sers pas du terminal intégré. Savoir qu'il est là, c'est cool, pourquoi pas. Moi, ça me retire rien. Et puis, ça rajoute quelque chose pour ceux qui vont s'en servir, donc à fun, quoi. Puis, j'ai commencé un peu à m'en servir, c'est assez intéressant. Le plugin de debugger intégré, en vrai, il est assez sexy. En vrai, sans deck, il est assez sexy. Lisez la main page, en vrai il est assez sexy. Bref, je vais conclure assez rapidement. 3, 4, ça passe. Est-ce que tu peux me servir un Bel Air en attendant, s'il te plaît? Je vais forcément parler des plugins que j'aime parce que sinon jamais personne va me laisser tranquille. Alors je vais faire exprès de prendre des plugins que vous connaissez sûrement pas. Mon plugin préféré, vraiment mon plugin préféré, c'est VimQF. Qui c'est qui a entendu parler de VimQF? Ah, ça change de Syntastic, hein? Ah, Syntastic, tout le monde le connaît, celui-là, hein? Bah, VimQF, personne ne le connaît. Ah, parfait. Ah, excusez-moi, je commence à avoir un peu soif. Donc, QF pour Quick Fix. QF pour Quick Fix Window. C'est un plugin qui est assez petit au final, qui augmente la Quick Fix List avec des mappings de base de confort, le fait de l'ouvrir automatiquement après que j'ai fait un make ou machin, différents trucs et tout ça. C'est dans la catégorie plugin que j'adore, c'est ça. C'est pas un plugin qui a rien compris, c'est pas un plugin qui casse tout, c'est un plugin qui prend les features qu'on aime bien et qui les étend un tout petit peu d'une manière élégante. C'est un plugin qui tire parti de la force de Vim et c'est pour ça que c'est un de mes plugins préférés. Deuxième petit ersatz, Vinegar. Donc pareil, NetRW, c'est l'explorateur de fichiers qui est inclus dans Vim. Il y a des concurrents, Nertree, blabla. Vinegar, c'est fait par Timpop, qui est un des grands noms du Vim. C'est juste des extensions et des améliorations de NetRW. Pour pouvoir se servir, je me sers de NetRW via Vinegar, parce que je le trouve plus confortable. J'ai pas besoin de plus. Une fois de plus, un plugin très minimaliste, très élégant. Je balancerai les slides, vous en faites pas, c'est pas besoin de prendre en photo. Dernier, alors là, j'en parle parce que c'est le seul plugin un peu usine à gaz, un peu IDE. Mais c'est celui où même les plus barbus, anciennes gardes de Vim disent que ouais, ok, non mais celui-là il est trop bien, donc j'accepte, tu vois. Alors, Fugitif, c'est une fois de plus par Timpop, et c'est un wrapper Git. Mais c'est un wrapper Git qui a toutes les commandes pour utiliser du Git à l'intérieur, mais surtout pour la résolution de conflits. Vous savez, les merge conflicts, vous, avec Vim, parce que maintenant vous pouvez avoir Vim avec à gauche l'origine, à droite le truc que vous mergez, au milieu les conflits, vous sautez de conflit en conflit et vous dites celui-là je le prends, celui-là je prends celui-là. C'est beaucoup trop puissant pour résoudre les conflits, plutôt que se balader à la recherche des petits symboles comme ça, là. Bref. D'une manière générale, si vous voulez choper mon VimRC, il est ici.
github.com/chewy/dotfiles. C'est pas forcément le meilleur du monde, c'est le mien. Il y a une dizaine de plugins dessus. Je vais vous le montrer rapidement. C'est juste que c'est le mien et moi je l'aime bien. Je vous invite à regarder. S'il y a des choses qui vous intéressent, j'ai fait exprès. Mon Vimmerc fait 300 lignes, mais dont 150 de commentaires. Donc tout est commenté. Je vous invite à regarder s'il y a un truc qui vous plaît. Tiens, cette option, je l'aime bien, tiens. Et vous la mettez. Par contre, ne récupérez pas mon Vimmerc comme ça. Pas parce que je me sentirais blessé, non, je m'en fous ça. C'est juste qu'il y a des choses qui sont faites pour moi. Il y a des mappings par rapport à moi, parce que ça fait 10 ans que je m'en sers à ma sauce. Donc développez votre propre sauce. Mais par contre, en base d'inspiration, je vous le conseille. Et d'une manière générale, il me reste combien de temps? Non, allez, une minute. En plus, non, je le connais parce que je lui fais une fleur au prochain qui parle. Donc, oui. Je vous montre rapidement mon Vimmerc, mes plugins. Donc voilà, la liste de mes plugins ici, hyper rapidement. Tout cela, c'est que des mappings en plus, pas mal de TeamPop, VimQF. Des trucs de snippet, j'en ai pas parlé, c'est vachement sympa. Vous avez vu, j'ai tapé main, j'ai appuyé sur tab, et ça m'a fait tout mon prototype de main et tout ça. Ça s'appelle des snippets. Tout ce qui est navigation, Vinegar, Hack. Ça, c'est mon color scheme et tous les trucs de joli. Et mon truc pour Gutentag, c'est un truc, j'ai pas à taper ces tags moi-même à chaque fois. À chaque fois, il me relance en même temps, en permanence, les tags. Et Fugitive. C'est tout, j'ai pas 1 milliard de plugins. Et tous les plugins sont assez minimalistes. Donc voilà, je vous invite, je suis désolé, c'était un peu court, il y a pas grand chose il y a tellement de choses à dire. Donc du coup, je vous invite à patienter pour le prochain intervenant qui vous parlera de qui vous parlera de son sujet. Sur ce, est-ce que vous avez des questions? Oui. Combien de fois je quitte Vim par jour? 0,2 fois parce que j'ai le même Vim. Enfin, je relance Vim une fois tous les 4 jours généralement. Enfin, sur un projet donné. Ouais. Ah, alors, 2.make, alors ton makefile n'est pas dans le dossier dans lequel tu es? Alors, d'une manière générale, plutôt, lance ton Vim depuis la racine. Et dedans, tu fais Vim, et dans Vim, tu édites src/machin/machin. Essaye de rester à la racine quand tu fais ton make. Mais sinon, tu peux jouer avec 2.cd et 2.lcd, qui est un CD local à la window dans laquelle tu es. Ouais. Dernière question, et après je rends la main. Ah bah, tu veux dire te balader ou te rendre dans un endroit? Ouais, bah moi généralement, je raisonne toujours en termes de tag, en termes de recherche, en termes de machin. Ça veut dire que moi je vais dans un projet, je fais Vim, point, tout court, je fais Vim. Et ensuite je me balade par tag, je me balade par machin, par recherche. T'as toutes les informations de le document que j'ai dit pour voir les trucs marrants pour faire ça. Et j'en parlerai après. Bon allez, je vous remercie beaucoup les gars.